Bonjour Alain Delourme, merci Bonjour, d'accepter cette interview. merci à vous. Vous avez écrit un très beau livre, très bien écrit. Je trouve que votre écriture est vraiment profonde et en même temps, comment dire, déliée, littéraire quasiment, hein. Oui, Vous oui, écrivez beaucoup? oui, beaucoup, beaucoup. D'accord. C'est mon 15e livre et j'aime beaucoup, c'est prétentieux de dire d'avoir du style, mais je travaille beaucoup non seulement la thématique, mais aussi la forme, l'écriture elle-même. J'ai beaucoup de plaisir à lire des gens qui écrivent bien et j'essaie d'écrire correctement. Et c'est très bien parce que ça se lit avec beaucoup de plaisir on a envie de ne rien rater de ce qui est écrit. Voilà. Et Formidable. vous traduisez vraiment votre pensée. Alors, ce qui est très bizarre, moi j'ai commencé votre bouquin il y a 3 semaines, non, enfin, il y a un certain temps, et depuis, il y a la guerre. Donc, un livre sur la paix intérieure Ouais. au moment où la guerre arrive en Europe, ça fait un peu bizarre, mais vous allez certainement m'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction et qu'au contraire, la paix intérieure est très liée à ce qui peut se passer dans le réel. Absolument. Surtout, bah, en fait, ce livre a été écrit bien avant que se déclare cette guerre actuelle, et ça ne fait que confirmer la position, c'est que nous sommes dans des sociétés où on privilégie la recherche de pouvoir et aussi la dimension matérielle de l'existence au détriment du spirituel. Et je trouve que c'est une erreur gravissime, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et ce qu'on appelle le progrès scientifique, certes, il y a des belles choses, mais on a aussi fait d'énormes progrès en termes d'armement, par exemple, y compris nucléaire. Et on a affaire à des imbéciles qui se trouvaient présidents de nations et qui sont des enfants qui jouent à la guerre. Par exemple, bon, il y a l'exemple de Poutine, l'URSS, on a un peu l'habitude, mais par exemple, le président de la Corée du Nord, qui, même lui, ça se voit que c'est un gros bébé qui joue avec ses jouets, sauf que ses jouets, ils confinent à l'armement nucléaire et que ça peut avoir d'énormes conséquences désastreuses au niveau de l'humanité. Et ça, ce qu'on appelle ce progrès scientifique, compris en termes d'armement, s'effectue au détriment de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'on est encore embryonnaire au niveau spirituel, et c'est pour ça qu'un auteur dont le nom m'échappe disait que, peut-être Hubert Reeves, disait que l'homme tel qu'on le connaît, c'est une transition, une étape intermédiaire entre le singe et l'homme quand il sera spiritualisé. Voilà, alors là je vous vois bouger, c'est bien. Et alors, est-ce que ça, vous m'entendez, vous me voyez? Ah, là c'est bien. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Je suis curieux de savoir quel est l'autre livre que Henrik vous a conseillé. C'est sur la psychologie transpersonnelle. Ah, j'étais sûr que c'était celui-là. Et j'en parle aussi Vous en dans le parlez un livre. peu, oui. Oui, Très bien d'ailleurs. Oui, j'y participe depuis une dizaine d'années à ce mouvement qui d'accord. justement intègre, et c'est complémentaire par rapport à ce qu'on disait, qui intègre la dimension spirituelle. C'est ça. C'est fort intéressant. Donc dans votre livre, j'ai trouvé que le contenu, en quelque sorte, montait en puissance spirituelle au fur et à mesure. Vous Ouais, accompagnez le lecteur depuis des choses assez simples et
est très ressenti au départ, et puis peu à peu, vous approfondissez. Oui, oui, c'est une habitude, si je puis dire, de l'auteur, c'est de ne pas d'emblée asséner sur quoi je vais insister au fur et à mesure. Donc, j'essaye d'y aller progressivement pour pas rebuter le lecteur ou en tout cas pour faciliter la lecture. Ouais, tout le début est d'ailleurs une très belle présentation du thème, hein. Euh, Mhm. je pense qu'on peut s'en servir pour présenter le livre, hein, de ce que vous écrivez au départ. On a le ton, il y a vraiment tout dedans. Et alors, je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? La question n'a rien de simple. C'est pour ça que j'y ai consacré plusieurs années de recherche et d'écriture. La paix intérieure, c'est un état progressivement stabilisé de rapport à soi-même, aux autres et au monde, où, comment dire, il y a une secondarisation de la pensée et du vécu affectif et corporel, où on n'est pas pris au piège de l'actualité effervescente, où il se passe toujours des tas de choses dans le monde et au quotidien. On n'est pas pris au piège de ça et on reste, c'est ma proposition, mon expérience, on reste, si possible, dans un état intériorisé et calme, serein, même si on peut être malmené par des expériences de vie, que ce soit au niveau amoureux, familial, professionnel, social, interplanétaire. Mais il s'agit de ne pas être prisonnier de cette effervescence extérieure et, quoi qu'il arrive, de rester à peu près tranquille. Il y a cette idée qu'un sage, par exemple, si on lui annonce la fin du monde dans 5 ou 10 minutes, s'il est en train de boire un thé, il continuera de boire son thé et sa main ne tremblera pas. Alors, c'est l'exemple extrême, mais moi, j'aime beaucoup cette image, parce que je la visualise. Et effectivement, essayons de ne pas tomber, de ne pas être agrippé par l'actualité, qui est souvent dramatique. Évitons, par exemple, de regarder tous les jours les informations télévisées qui sont toujours focalisées sur les drames et sur ce qui ne va pas. Et donc, c'est une attitude, la paix intérieure, un processus, je dirais, un processus qui nécessite cet état d'intériorisation que progressivement on va stabiliser en ne se laissant pas prise au piège, comme je l'ai dit, en ne se laissant pas malmener par ce qui se passe à l'extérieur. Mais on arrive quand même à ne pas se couper de l'extérieur. Non, il ne s'agit pas d'être indifférent à ce qui se passe autour de soi, sa famille, chez les amis, dans la société, dans le monde. C'est pas une position indifférente, pas du tout, mais c'est une position de retrait, de recul. Alors, à son acmé, on pourrait dire de sagesse, mais c'est très difficile d'atteindre un véritable niveau de sagesse. Mais il y a des êtres qui y sont parvenus, ça veut dire que c'est possible, et je préfère lire et écouter ces maîtres-là plutôt que ceux qui nous font croire que tout va mal et que ça va aller de pire en pire. Est-ce que c'est la même chose que la quête du bonheur? C'est très, effectivement, c'est pour ça que la première partie est pour beaucoup consacrée à la présentation d'une joie sereine, d'un bonheur paisible. Le mot bonheur, en général, c'est pas qu'il fait peur, mais on le trouve utopique, on le trouve déréalisé, utopique. Or, moi, je soutiens dans d'autres travaux, je soutiens la valeur formidable de l'utopie. Victor Hugo nous a dit, l'utopie, c'est la réalité de demain, parmi toutes les belles choses qu'il a pu nous transmettre.
quel que soit mon sujet de recherche, je trouve des pensées admirables de Victor Hugo. C'est un être exceptionnel. Donc, l'utopie, c'est la réalité de demain. Si nous y travaillons, évidemment, il ne s'agit pas de rester passif, mais de travailler individuellement, groupalement et collectivement à la mise en place, et c'est en général assez long, mais on peut y parvenir, à la mise en place de ce bonheur paisible, de cette joie sereine qu'accompagne la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, l'une ne va pas sans l'autre. La joie sereine, ça nécessite en effet d'être apaisé, d'être tranquille, et si possible d'être serein le plus longtemps, le plus souvent possible. Donc c'est un travail sur l'intériorité qui permet Ouais. d'y parvenir, et un travail sur l'intériorité, ça veut dire aussi que l'on veut vivre autrement. C'est lié à un changement aussi. Exactement, absolument. C'est un projet qui peut paraître ambitieux, mais qui est réalisable. C'est de penser autrement, de vivre autrement. C'est pour ça que je cite d'ailleurs Émile Cioran dans le dernier chapitre, qui est un philosophe très peu connu, enfin, que je ne connaissais pas avant de découvrir ses travaux absolument magnifiques. C'est quelqu'un qui vivait différemment, qui pensait différemment, qui écrivait autrement. Et j'aime beaucoup cette différence. J'ai ce qu'on pourrait appeler la passion de l'altérité. J'aime Hmm. beaucoup, j'aime beaucoup qu'on soit pareil. On est pareil à 80%. Soit sur le plan biologique, psychologique, relationnel. Bon, mais j'aime beaucoup les personnes qui ont une couleur différente, une manière de vivre et de penser qui n'est pas la manière commune. Et des gens qui disent autre chose que ce qu'on entend non seulement à la télévision que je critiquais précédemment, mais aussi dans les cours universitaires. On récite encore et encore les mêmes choses. Depuis, j'y ai consacré pas mal d'années. J'ai fréquenté 5 universités parisiennes. Et parfois, j'ai entendu des choses admirables et parfois, j'ai entendu des psys récités par cœur d'année en année par les mêmes profs. Mais justement, après mon doctorat en psychologie, j'étais satisfait, bien sûr, d'avoir eu mon doctorat, mais j'étais frustré aussi et il me semblait que c'était intéressant d'aller voir ailleurs, justement. Et je me suis demandé dans quelle discipline. Et c'est la philosophie éthique qui, à l'époque, m'est apparue une discipline intéressante. Et donc, j'ai fait un troisième cycle. J'ai enchaîné avec un troisième cycle en philosophie éthique à la Sorbonne. Et notamment parce que Robert Misrahi travaillait comme professeur. Et Robert Misrahi, j'adorais ses travaux, son œuvre. Je le connais aussi. Oui, j'ai souvent eu à cœur, quand un auteur me passionne vraiment et qu'il est toujours vivant, de le rencontrer. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Robert Misrahi, c'est ce que j'ai fait avec Edgar Morin, c'est ce que j'ai fait avec Jean-Yves Leloup. Je ne me suis pas contenté de les lire, j'ai voulu savoir si le personnage correspondait à la théorie. Et en ce qui concerne Robert Misrahi, j'ai eu un plaisir immense à travailler avec lui. Et je l'ai invité dans des colloques de psy. Et il démarrait, comme il aime bien provoquer aussi, il démarrait son intervention en disant, face à 300 psy dans la salle, il disait, je vais vous montrer que l'inconscient n'existe pas. Et puis il développait sa pensée pendant 1 heure et avec une méthodologie de philosophe très, très, très entraînée, très douée. Et c'était très intéressant parce que sa femme était psychanalyste lacanienne. Et un jour, je le ramenais en voiture, je lui dis, enfin, vous dites que l'inconscient n'existe pas, votre femme est psychanalyste lacanienne, comment vous faites? Comment ça se passe les repas? Comment ça se passe? Il m'a dit, ben, on était en conflit au début, puis on a pris la décision sage de ne plus aborder le sujet. D'accord. Mais expliquez-moi alors pour comment l'inconscient n'existe pas.
Et... Ah bah, mais ça, je n'en ai aucune idée, parce que là, je suis persuadé du contraire. Ah Donc, bon, d'accord. ouais, je suis quand même psychothérapeute depuis 35 ans. Et là, je peux constater que ce soit d'ailleurs dans ma propre trajectoire existentielle ou dans celle de ceux que j'ai accompagnés, et on pourrait le dire aussi au niveau national et international, que l'inconscient existe. C'est-à-dire on fait des choses, et parfois terribles, notamment en termes de conflits, Oui. de barbarie, euh, sans trop saisir pourquoi on fait ça. Et il y a des Tout à éléments fait. préconscients dans le meilleur des cas, mais totalement inconscients dans d'autres cas. Et oui, oui, l'inconscient existe et nos existences sont des rencontres plus ou moins tumultueuses entre nos désirs et nos peurs. Certains de nos désirs étant inconscients, certaines de nos peurs étant inconscientes, mais ça se rencontre et puis ça fait parfois des vies très tumultueuses, comme je l'ai dit, voire qui présentent très peu de sens parce qu'il n'y a pas une conscientisation, justement. C'est pour ça que le projet de Freud était extraordinaire quand il dit rendre conscience qui était inconscient. C'est un projet magnifique. Sauf qu'il avait pour projet, il a toujours eu pour projet d'être scientifique, Oui, ce qui l'a éloigné quand même de thèmes centraux, essentiels. Il y a deux sujets pour moi qu'il n'a pas pensé, mais comme il était assez génial, on ne peut pas tout demander à un seul homme. Ce que je critique, c'est plutôt les épigones, les postes freudiens ou les postes lacaniens qui n'ont oui, pas le génie du je maître, comprends. mais qui imitent le maître. Alors, Et par contre, les deux oui, sujets majeurs qu'il n'a pas pensé, vraiment, c'est un, l'amour, et deux, la spiritualité. Donc, comme c'est d'accord. au Alors, cœur, moi. justement, il y a un deuxième homme, hein, c'est Jung. Oui, Et Jung, Jung, c'est à la fois, c'est aussi l'inconscient collectif. Et donc, vous-même, vous insistez beaucoup sur les interconnexions, etc. C'est-à-dire ah, que la paix intérieure, c'est pas quelque chose de solitaire. C'est exactement non, l'inverse. Et donc, Jung nous éclaire sur tout ça. c'est une paix intérieure reliée à au moins 5 niveaux. Reliée à soi, mais dans les différentes facettes de son être. Reliée aux autres, évidemment, dans l'intersubjectivité. Reliée à la nature, reliée au cosmos et reliée au sacré. Donc c'est tout sauf un enfermement sur soi-même dans sa bulle à l'extérieur du monde des humains. Mais je trouve que Jung va plus loin que Freud, vous avez raison. L'inconscient freudien est essentiellement individuel, l'inconscient jungien est collectif. Et je propose d'aller plus loin en soutenant un inconscient du monde vivant. C'est-à-dire pas Mhm. seulement les humains, mais aussi les animaux, mais aussi la végétation. Par exemple, j'ai un rapport très particulier, très affectueux avec les arbres qui me transmettent énormément de paix, de certaines formes de sagesse, et qui me relient à la fois à la terre et à la fois au ciel. Nous sommes Euh, dans, nous sommes bien dans une époque où cette évolution est palpable, hein. Il y a de plus en plus de gens qui se relient comme ça au vivant en général. et, Et la place de la nature, c'est pas seulement écologique au sens politique du terme, c'est bien en même temps quelque chose de spirituel. Et on sent qu'il y a de la recherche dans ce sens-là. ouais. Mais j'élargis vraiment à l'ensemble du monde vivant, c'est-à-dire, Mm. enfin, personnellement, je n'adhère à aucune religion terrestre que je trouve trop dogmatique et qui me parle pas, mais je me sens d'une cosmologie cosmique, c'est-à-dire reliée vraiment à l'ensemble du monde vivant, donc pas seulement terrestre, mais aussi supraterrestre, Mhm. même, je le disais, au niveau cosmique.
quand le Soleil va s'éteindre dans 4 milliards d'années, bah, la Terre n'existera plus non plus. Et puis ça va. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer ensuite, mais toujours est-il que si on n'est pas relié sur une dimension cosmique, sans le cosmos, sans l'univers, nous n'existerions tout simplement pas. Bah, je trouve que c'est un grave problème pour les humains de se limiter au seul inconscient individuel, au seul inconscient collectif humain. Et il s'agit de se relier dans la mesure où on le souhaite et où on s'intériorise suffisamment, où on médite suffisamment pour se relier à beaucoup plus grand que soi, évidemment. Alors, vous parlez aussi d'une dimension initiatique, la paix intérieure initiatique. Mmh. Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors, c'est tout à fait complémentaire à ce qu'on vient de dire. C'est initiatique, ça vient de initiare, c'est-à-dire qui tend vers la prise de conscience des liens et vers l'élévation spirituelle. Donc, la paix initiatique, c'est une paix dont on souhaite, dont je souhaite, mais je ne suis pas le seul, hein, heureusement, qu'elle nous relie sur des plans spiritualisés. Mais même au niveau scientifique, par exemple, la physique quantique nous a montré depuis déjà un siècle que nous sommes tous interconnectés. Donc, au niveau microcosmique, c'est au niveau des quantas, macrocosmique, c'est au niveau des galaxies. Donc, nous, on est dans cet entre-deux, si je puis dire. C'est pour ça que la paix est initiatique, parce qu'elle nous relie à tout ce qui est au microscopique, à l'infiniment petit, mais aussi à l'infiniment grand. Et ce qui, parmi les avantages, c'est que ça nous amène à développer quand même une forme d'humilité, Oui, bien sûr. dont les humains manquent énormément. Oui. L'initiatique, c'est un passage. C'est un Donc, passage. C'est un passage. c'est Comme auteur, Mircea Eliade a beaucoup ça. travaillé sur les initiations un peu partout dans le globe, sur le globe. Et j'ai beaucoup tiré profit de cet auteur. Il m'a passionné. Un auteur très cultivé, très expérimenté sur le thème de la démarche initiatique dans différentes cultures. Tout à fait, c'est essentiel, effectivement. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez justement de toute cette vague de livres? Alors moi, je suis plongé dedans, c'est ça, hein. C'est pour ça que je m'intéresse aux auteurs et aux éditeurs. Mais je trouve qu'il y a un nombre considérable de livres qui demandent aux gens de se transformer, où il y a derrière des gens qui ont des démarches qu'ils proposent, ils aident. Je trouve que généralement, c'est d'un bon niveau en même temps de don de soi d'ailleurs, voilà. Et j'ai l'impression que ça s'accélère, que de plus en plus on va vers un monde différent avec une dimension spirituelle. Et ce qui fait en creux, c'est le contraire, cette façon qu'ont les gens de se détourner de ce qui jusqu'à présent faisait le quotidien, le politique, l'implication dans les problèmes quotidiens, etc. J'ai l'impression qu'il y a une élévation par rapport à tout ça, que l'on délaisse beaucoup de choses du monde tel qu'il se présente pour aller vers autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, dans mon travail de psychothérapeute, mais aussi de superviseur de professionnels de la relation d'aide, je passe beaucoup de temps à dire ce que vous venez de dire aussi, c'est-à-dire à les inviter, parce qu'ils ont des quotidiens extrêmement suroccupés, Ouais. où ils ont beaucoup trop de patients, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, pour les collègues. Moi, je les invite énormément à prendre le temps de vivre le silence, de vivre les promenades dans la nature, de méditer, de prier pour ceux qui sont
investi religieusement, mais de moins être pressé. Vous savez, on parlait du bonheur. En fait, pour le bonheur, prendre son temps va plus vite. Et j'invitais énormément les personnes qui ont la confiance de me consulter, mais aussi mes amis, de prendre du temps pour la relaxation, pour les promenades dans la nature, pour l'admiration du ciel étoilé la nuit. J'ai accompagné des groupes une dizaine de fois dans des déserts, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Maroc. Et j'avais beaucoup de plaisir à marcher la journée dans le désert ou à faire la sieste à l'ombre, quand il y a de l'ombre. Mais surtout la nuit, à m'endormir le nez, le cœur et l'âme dans les étoiles, parce qu'il n'y a rien qui gêne l'accès au cosmos, milliards d'étoiles. C'est un spectacle absolument fascinant. Donc, oui, je me conseille, mais je suis un peu gêné par rapport à la thématique du conseil, parce que j'ai remarqué dans mon expérience de vie professionnelle que souvent, ce qui caractérise le conseil, c'est qu'il n'est pas suivi. Du coup, par exemple, je conseillais quelque chose à un patient à une séance. La séance d'après, j'étais curieux. Je lui disais alors, quelle suite vous avez donnée? Et souvent, j'étais déçu parce qu'aucune suite n'avait été donnée. Éventuellement, la personne ne se souvenait pas de ce que je lui avais dit, ou elle avait distordu le propos en le transformant complètement. Donc, j'évite de donner des conseils, mais c'est plutôt, je fais des hypothèses. Je dis, tiens, mon hypothèse, c'est que peut-être ça vous ferait du bien de faire ceci, cela. Bon, je suis prudent maintenant. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, beaucoup de livres que j'étudie proposent des exercices, en fait. Oui, oui. Bon, dans le vôtre, non. Vous nous conduisez dans un processus, mais il n'y a pas comme ça des étapes avec des exercices. J'ai écrit un livre avec 30 exercices. Ah, d'accord. Ouais, qui s'appelle Devenez le futur dont vous rêvez. Et il y avait 30 exercices. Alors, la première version, il n'y en avait pas du tout. C'est l'éditeur qui m'a dit, j'aime beaucoup votre texte, mais il faut des exercices pour le rendre public, le grand public. Et j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à inventer des exercices. Et à la fin du livre, je les ai regroupés. Il y a un livre d'exercices. Oui, j'aime pas beaucoup les exercices dans les ouvrages. Et de même que je suis assez réticent par rapport à ce qu'on appelle la psychologie positive. Oui, Par exemple, les travaux de Christophe André, vous voyez, oui. qui a un énorme, qui fait des énormes succès de librairie. Là, j'ai un livre que je suis en train de finir sur le besoin de consolation. Et quand j'ai regardé ce qui existait sur le sujet, il n'y avait presque rien. Donc, j'étais content. Je me dis, tiens, moi, j'ai des choses à dire. Et il y a un bouquin de Christophe André dessus. Eh bien, oui, quand j'ai vu qu'il sortait un livre qui s'appelle Consolation, je me suis dit, mince, parce que lui, il vend 50 000 exemplaires à chaque fois ou 100 000, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai lu son ouvrage et je n'ai rien appris. Ouais. C'est de la littérature grand public. Alors, c'est un homme intelligent et cultivé, donc il fait ça très bien. Mais personnellement, moi qui avais consacré beaucoup de recherches sur le sujet, ça m'a rien appris. Bon, je vais maintenir mon projet de publication Donc, sur le besoin de le vôtre, consolation. voilà, on attend le vôtre alors. Parce qu'il est écrit un peu comme la paix intérieure, quoi. Ma subjectivité, mon style, bon, bah, chacun son style. Oui. Mais par exemple, la paix intérieure, la graphiste, dans la première position, elle avait mis un trou de serrure et une serrure et une clé, pardon. Et je lui ai dit, non, non, mais moi, je ne propose pas des clés du style 5 clés pour le bonheur. Non, c'est pas du tout mon truc. Je n'adhère pas du tout à ça.
Et je lui ai dit, en plus, le trou de la serrure est beaucoup plus grand que la clé. Et donc, ça donne l'impression que c'est impossible, en fait, d'ouvrir. Et donc, bon, enfin bref, il y a eu 3 propositions, j'ai gardé la dernière. Mais oui, la psychologie positive ou les TCC, c'est-à-dire les thérapies comportementales et cognitives, ou les thérapies brèves, ça, ce sont des courants auxquels je n'adhère pas. C'est pas dans ma trajectoire en tant que patient en thérapie ou en psychanalyse, et c'est pas non plus dans mes croyances, voire mes convictions. Je trouve que souvent c'est simpliste, même si c'est assez juste, comme vous l'avez dit, mais c'est présenté de manière assez simpliste. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a d'excellentes idées, c'est la présentation que je ne soutiens pas. D'accord, d'accord. Pour en revenir une partie de notre conversation, en fait, tout se passe pour des humains qui sont les pieds dans la glèbe et la tête dans les étoiles. C'est ça, c'est exactement ça. Les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. C'est pour ça que je prends cette image de l'arbre, elle est très importante, parce que en effet, il est très enraciné, et puis il s'ouvre vers le ciel, vers l'univers. Et pour moi, c'est un symbole magnifique. Essayons parce que l'inconvénient de l'arbre, c'est qu'il est statique. Il a du mal à bouger, oui. Mais alors, un autre intérêt de l'arbre, c'est qu'il n'est pas individualiste, il n'est pas égoïste. On sait que dans les forêts, les arbres communiquent entre eux, se transmettent des informations. S'il y en a un qui est attaqué par quelle bactérie, eh ben, il arrive à transmettre l'information aux autres qui développent des systèmes défensifs par rapport à la bactérie en question. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut parler maintenant de communication entre les arbres et puis dans la nature en général, évidemment. De toute façon, oui, on revient à Edgar Morin aussi, tout est relié, évidemment. Absolument. Et cet exemple de l'arbre aussi est intéressant parce qu'un des problèmes des humains, c'est de privilégier l'individuel au collectif. Oui. Or, je pense que c'est une grave erreur. Dans mon domaine, par exemple, l'accompagnement thérapeutique, on sait par expérience que le gain thérapeutique qu'on peut attendre d'un groupe est beaucoup plus important que l'addition de séances individuelles. Et c'est pour ça que moi, j'ai très souvent proposé à mes patients, non pas de faire l'un ou l'autre, mais d'articuler les deux registres. D'accord. Pendant 25 ans, j'ai animé un groupe j'ai co-animé avec une amie, un collègue, un groupe de psychothérapie, un week-end par mois. Et en alternance, il y avait le week-end groupal, où là, surgissaient énormément de sujets, d'émotions, de thèmes, de thématiques, de vécu, et en articulation avec une séance individuelle entre les sessions groupales. Parce que la personne qui consulte a aussi besoin d'un lien intime avec son accompagnateur. Et pour aussi métaboliser, secondariser, mentaliser ce qui a été vécu sur un mode parfois archaïque dans le groupe, qui a besoin d'être repris après avec l'accompagnateur sur un mode avec une visée d'élaboration. Alors justement, le groupe, le collectif, si on revient à la situation actuelle, est-ce que, au travers de vos patients, au travers des demandes qui vous sont faites, il y a un impact sur le psychisme de ce qui est en train de se passer, de l'épidémie, puis ensuite de la guerre? Oui. Justement, vous venez de dire la phrase, la formule essentielle, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire j'entends aussi ce qui est en train de passer. Parce que on dit, par exemple, le temps qui passe, mais non, c'est nous qui passons. Et les événements humains, ils passent aussi, même si
on constate, quand on étudie l'histoire, qu'il y a une compulsion de répétition, que ce soit l'histoire individuelle ou l'histoire collective. Il y a une compulsion à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Par exemple, le côté belliqueux, guerrier. Bon, l'apparition d'un virus, ça n'a rien d'exceptionnel. Dans l'histoire humaine, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu la grippe espagnole, bon, etc. On fait beaucoup plus de morts que la Covid. Mais en tant qu'accompagnateur, j'essaie de les aider à relativiser les événements récents et à les situer dans une histoire plus globale. Leur histoire a duré 60, 70, 80 ans, et l'histoire humaine. Il s'agit à la fois de relativiser, de prendre conscience qu'en effet, on répète encore et encore les mêmes choses. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est de ne pas coller à l'actualité et à prendre du champ, de la distance par rapport à ce que les humains inconsciemment répètent. Toujours les mêmes erreurs. Les barbares, quand j'entends dans des conférences ou des colloques, ou quand je lis dans des livres, qu'il s'agit d'être plus humain, je dis non. Les barbares de tout temps étaient des humains. Donc, il s'agit d'être. En fait, l'idée, j'imagine, des auteurs, c'est d'être plus humaniste, de soutenir des valeurs humanistes, de respect, de bienveillance, d'amour, de tendresse partagée, etc. Mais être plus humain, ça ne veut rien dire. Enfin, rien. Oui, oui, je comprends, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier à la fois de cette écriture et puis de cette interview, Ouais. en espérant que le succès pour votre bouquin. C'est gentil. Je vous remercie en tout cas d'y avoir trouvé de l'intérêt, d'en avoir fait un podcast, puis une interview. Vraiment, c'est très gratifiant. Je vous remercie du fond du cœur. Merci encore et tenez-moi au courant de vos prochaines productions. Ah ben, ça sera le besoin de consolation, je vous l'enverrai. D'accord. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir.